j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et un update lecture qui va être un petit peu particulier pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai décidé de vous parler de la seule lecture que j'ai faite au mois de février et qui n'est autre que Alchemist de Sen Lin Yu. Je n'ai fait que cette lecture-là au mois de février puisqu'il fait en papier normalement 970 pages et moi sur ma liseuse il en faisait 1033. Donc autant vous dire que ça a été très long, je crois que j'ai mis 24 jours à le lire. Et en plus, j'ai décidé de vous faire un update en deux parties, c'est-à-dire première partie où je vous donne mon avis mûrement réfléchi parce que ça fait pratiquement un mois que je l'ai terminé, enfin ça fait 20 jours exactement. Et de vous faire une deuxième partie de mon avis avec beaucoup de spoil puisqu'il y a certains ressentis, il y a certaines choses que j'ai envie de vous dire mais je ne peux pas le faire sinon ça vous spoil totalement le roman. Donc voilà, j'ai décidé de faire vraiment cette vidéo en partie 1, partie 2 et je vous préviendrai au moment où je vais commencer à spoiler. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Comme je viens de vous le dire, j'ai lu au mois de février Alchemist de Sen Lin Yu sous les conseils de ma sœur qui l'avait découvert à l'époque en fanfiction sur internet et moi du coup j'ai lu la version e-book sur ma liseuse mais on va dire en papier donc où le côté fanfiction a été globalement gommé même s'il y a quelques petits détails que j'ai pu identifier comme faisant référence à globalement c'est une histoire complètement annexe, bref. Je n'avais absolument pas prévu de le lire, la couverture ne me faisait pas tant envie que ça quand je l'ai vu passer et j'avais pas envie de quelque chose d'alchimique à ce moment-là et en fait quand ma soeur m'a dit qu'elle avait adoré et qu'elle voulait absolument que je le lise, je me suis dit bon allez, on y va. On y va, et je n'ai pas été déçue une seule seconde. Alors, déjà, je vous fais un résumé global. On va suivre Elena, qui est une... Déjà, rien que ça, c'est difficile de vous expliquer ce qu'est Elena. On est dans un univers qui est en guerre. Enfin, on commence le récit après la guerre, où on a la partie alchimique qui combat la partie nécromancie. Puisque on a les nécromanciens qui sont dirigés par Muru, qui est le grand nécromancien, qui veut prendre possession de Palladia. Et on va avoir du coup le côté alchimique avec Luc qui dirige les Palladiens justement, qui ont été en guerre. Et nous en fait on va suivre Elena qui était guérisseuse, côté alchimique aussi, mais version guérisseuse. À l'époque de la guerre en fait, sauf que là on est après la guerre. Ça commence avec Elena qui va sortir de stase. Ça fait 14 mois qu'elle est enfermée dans un tube de stase on va dire. Et là en fait elle se rend compte que vraiment la guerre a été perdue puisque elle était du côté de l'alchimie et donc du bien. Et en fait on se rend compte que y a un truc bizarre en fait avec elle. Dans les dossiers elle n'est pas vraiment présente et il y a un truc qui est bizarre. Bref, on va l'envoyer du coup dans le domaine de Ferron qui peut aller chercher les souvenirs dans sa tête grâce à un côté alchimique. Bref, sauf qu'en fait elle n'a aucun souvenir parce que quelqu'un, on ne sait pas à l'heure actuelle qui, lui a modifié complètement ses souvenirs pour qu'elle ne puisse pas donner des informations au côté nécromancien. Et donc ça commence avec la captivité d'Elena, la torture qu'elle va subir pour justement essayer de lui extraire ses souvenirs. Globalement c'est à peu près ça le résumé de base. Maintenant, sans spoil, je précise, hein, là c'est vraiment la partie où je vous donne mes ressentis avec 20 jours plus tard parce que clairement ça a été une lecture qu'il a fallu digérer et encore digérer. Et à l'heure actuelle, ça y est, je l'ai digéré, mais pour autant j'ai quand même énormément de souvenirs et ça a été un mois de février très difficile en termes de fatigue pour moi, mais je pense que cette lecture a joué aussi
parce que au niveau mental, au niveau ressenti, au niveau émotion, ça a été très 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 difficile puisque Elena, elle va vivre des tortures atroces, mais vraiment atroces. Au tout début, donc dans toute la première partie où elle est en captivité chez Féron, c'est horrible ce qu'il se passe pour elle. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les flashbacks de comment c'était pendant la guerre, de comment on en est arrivé à perdre la guerre, qu'est-ce qui a fait basculer, tout ça, tout ça. Toutes les choses que Elena, elle va mettre en place pour la résistance dont elle ne se souvient pas. Donc ça, c'est la deuxième partie qui était beaucoup moins torturante dans le sens strict du terme, mais qui a été très difficile parce que on se rend compte que Elena, elle fait énormément pour la résistance et qu'elle est très peu reconnue puisque ce sont des choses qu'elle va faire, on va lui demander de faire ça dans l'ombre. C'est crucial pour la résistance, mais personne ne va connaître son implication. Et on a la troisième partie, c'est à la fin des flashbacks jusqu'au moment où elle rentre en stase en fait. Quand elle rentre en stase, on repasse du coup dans le présent où elle est toujours en captivité du coup jusqu'au final de ce roman. Tout était très très dur. Le début, la torture était très 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 dure. La fin, toute la troisième partie était très dure en termes de torture. Psychologiquement, c'est très compliqué. Et toute la deuxième partie, où là, on est en période de guerre, c'est très dur parce que même si c'est une guerre alchimique, nécromancien, tout ça, c'était très dur à gérer émotionnellement. Parce que, et puis le côté injustice. On va pas se mentir, le côté injustice a été très 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 dur à gérer vraiment dans mes émotions. Voilà, globalement, ce que je peux vous en dire de cette lecture, c'est qu'elle ne laisse pas indemne. Et quand on referme le livre, c'est dur de passer à autre chose. C'est dur de reprendre son quotidien. C'est bête à dire, mais c'est vraiment une lecture coup de poing que je ne recommanderais pas à tout le monde, puisque moi qui adore quand les personnages principaux souffrent, je peux vous dire que j'ai été servie, parce que ça souffre plus. Et il n'y a pas que Elena qui souffre. Et bref, on en reparle un petit peu plus tard niveau spoiler. Du coup, très dur, je pense, pour les gens qui ont du mal avec la torture, que ce soit physique ou psychologique, je pense que c'est très 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 dur à lire, à tel point qu'il y a un moment, et quand j'en parlais avec ma sœur, elle a vu tout de suite de quel moment je parlais, il a fallu que je pose ma liseuse. Je ne pouvais plus lire une seule ligne, je me suis forcée à lire un paragraphe et en fait j'ai atteint ma limite à ce moment-là et il a fallu que je pose ma liseuse, que je fasse une pause dans ma lecture parce que c'était trop dur à lire, c'était trop dur à vivre aux côtés d'Elena et ça a été vraiment, voilà, très très dur. Si on se concentre maintenant sur le côté univers, donc le côté alchimique, le côté nécromancien, j'ai trouvé que le début du roman était extrêmement difficile à comprendre, puisqu'on a beaucoup de vocabulaire, qu'on a beaucoup de capacités et tout nous est un peu balancé comme ça. En plus, Elena, comme elle n'a pas beaucoup de souvenirs, elle-même, c'est pas vraiment un soutien pour nous, lecteurs qui découvrons cet univers, puisqu'elle se souvient pas de grand chose, parce qu'on a l'alchimie, du coup, on a la nécromancie, on a l'animancie, la vivimancie, on a la résonance, on a le truc des souvenirs dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a comment les nécromanciens font pour ranimer. On a les séquences aussi qui sont gravées entre autres sur le dos d'un des personnages. Il y a vraiment... Alors, c'est très riche. Franchement, il y a le côté très riche de cet univers qui est topissime. Et après quelques chapitres, on commence à se faire au vocabulaire, à savoir de quoi on parle, mais c'est vrai que moi j'ai galéré au début. Ça a été très dur et je me suis accrochée parce que je savais que ma sœur me... Comment dire? Elle m'a jamais dit que ça allait être un coup de cœur, mais elle savait que ça allait me plaire et elle n'a pas eu tort du tout, puisque je vous l'ai pas encore dit, mais ça y est, je l'ai défini en coup de cœur. Quand j'ai terminé ma lecture, je ne savais pas si c'était un coup de cœur ou pas. Parce que, voilà, je vous dis, franchement, j'ai eu du mal à passer à autre chose. Je me suis dit, reprendre une lecture après ça, ça va être très dur. Il va falloir bien choisir ma lecture et reprendre ma vie. En fait, j'étais KO, mais vraiment KO. Donc,
de façon générale, je vous le conseille parce que j'ai passé un trop bon moment et ça m'a fait vivre tellement d'émotions que je vous le conseille. Mais si vous ne voulez pas quelque chose de dur, si la torture c'est compliqué, surtout n'y allez pas parce que voilà, c'est très difficile. Voilà, globalement, univers très riche et très dense et qui peut être un petit peu difficile au début. Si on part maintenant sur le côté personnage, en définitive, j'ai adoré le personnage d'Elena, même si dans la première partie, elle m'a pas mal agacée. Et dans la première partie, en fait, si elle m'agace autant, alors qu'elle est en captivité et elle vit des tortures infâmes, hein, mais elle a quand même réussi à m'agacer, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du syndrome de Stockholm, on pourrait dire, qui va potentiellement commencer à apparaître. Et il faut savoir que vraiment, je fais des parenthèses, des digressions. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette update lecture, mais je pense qu'il ne sera pas très compréhensible pour vous et j'en suis malheureusement désolée. Il faut savoir que mon conte préféré, c'est La Belle et la Bête. Et on pourrait dire, enfin on dit d'ailleurs, que le syndrome de Stockholm, il est illustré dans La Belle et la Bête. Et si on prend par exemple le Disney, pour moi, c'est pas vraiment ça le syndrome de Stockholm parce que la bête, elle est pas. Comment dire, elle est pas cruelle, elle est pas torturante, elle est recluse et elle fait sa vie de son côté et c'est Belle au final qui va venir donc pour sauver son père. Mais à la base c'est son père qui va dans le château, qui s'introduit, qui vole la rose. C'est Belle qui essaye de sauver son père. Mais en soi quand la bête elle libère le père de Belle et que elle lui dit qu'elle va être emprisonnée entre guillemets dans le château avec lui, il lui fait rien en fait. Et petit à petit quand elle va le connaître, il va y avoir les sentiments qui vont se développer et finalement en fait Belle elle n'est pas vraiment emprisonnée. Donc pour moi je trouve que ce syndrome de Stockholm là dans La Belle et la Bête c'est pas vraiment ça. Là vraiment Ferron la torture. Vraiment, c'est de la torture plus plus plus. Et le petit syndrome de Stockholm qui se tisse, vraiment ça a failli me faire fermer le livre. Heureusement que ma sœur l'avait lu et que j'échangeais par vocaux tout au long de ma lecture avec elle parce que du coup elle a pu me confirmer, je lui ai dit écoute, si la romance, parce que je savais qu'il y avait une romance dans ce roman, si la romance elle est entre Elena et Ferron, enfin entre Elena et Kane, puisque en fait c'est son nom de famille Ferron, mais je l'appelle plus facilement Ferron. Bref, s'il y a une romance entre Elena et Kane, dis-le moi tout de suite parce que je ferme le livre et j'abandonne ma lecture, c'est pas possible pour moi. Et donc elle m'a confirmé que la romance n'était pas entre Elena et Kane. Donc ça m'a permis de continuer et je suis très heureuse de l'avoir faite parce que voilà, comme je vous dis, ça a été un coup de cœur. Ça a été une lecture percutante, marquante et je pense qu'elle va me marquer pendant des années et des années parce que c'était vraiment fou en fait. Donc voilà, je vous disais, parce qu'à la base je parlais de ça, Elena, ça a été un personnage que j'ai adoré suivre parce qu'à partir du moment où on va passer à la deuxième partie et où on repart dans le passé en période de guerre, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré que le contexte de la guerre fasse qu'elle est comme ça finalement. Il y a des choses de sa personnalité que, en tout cas moi je le vois comme ça apparaît parce que elle vit en temps de guerre. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu la guerre, elle n'aurait pas été comme ça. Ou alors que quelques petits points de sa personnalité ne se seraient pas autant développés si la guerre n'avait pas eu lieu. Et j'ai également adoré voir le personnage qui va être son allié en fait du côté nécromancien, puisque Elena va devoir être en relation avec un espion dans l'intérieur des nécromanciens. Il y a un espion avec qui elle va être liée et en fait ils vont se faire passer les messages l'un à l'autre et j'ai adoré ce côté-là, cette relation qui va petit à petit se développer parce qu'ils vont quand même se voir 2 fois par semaine, toutes les semaines pour justement s'entraîner aussi parce que Elena elle est juste guérisseuse donc elle n'a pas de formation militaire, elle n'est pas apte à se défendre mais en même temps elle a tellement de capacités dans quasiment tous les domaines qu'elle est trop badass de fou et ouais franchement topissime cette deuxième partie. Alors je vous cache pas que je me suis spoilé tout ce qu'il allait se passer dans la partie 3 parce que je regardais dans la partie 3 ce qui allait arriver et ça c'est ce que je fais
quand je suis trop addict de ma lecture. Voilà, donc au niveau personnage, j'ai trouvé ça vachement bien parce que il y a aussi dans la résistance des personnages qui ont un comportement détestable. Alors, il la torture pas, hein, mais les choses qu'ils vont lui dire et la non-reconnaissance, voire même les accusations qu'elle va se prendre, mais on se dit, franchement, je me suis dit c'est bien parce qu'on n'est pas dans quelque chose de c'est la nécromancie qui est toute noire, même si en fait globalement si en fait dans cet univers là la nécromancie et c'est le côté vraiment le mal incarné, mais l'alchimie il y a quand même c'est plus gris qu'autre chose parce qu'il y a vraiment des personnes qui même si ils luttent pour la rébellion pour le bien, bah ils n'ont pas un comportement si bon que ça et voilà c'était très très chouette. Et je vais finir là pour la partie sans spoil parce que j'ai vraiment trop envie de vous spoiler la fin en l'occurrence. La fin, c'est ce qui m'a terrassée encore à l'heure actuelle. La fin, je la trouve parfaite. Elle est vraiment parfaite. Elle est crédible parce que dans la vraie vie, dans l'histoire, une situation comme ce qui se passe à la fin, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais je vous cache pas que quand on finit le livre, il y a tellement d'injustice, il y a tellement d'émotions qui nous tombent dessus. Et cette fin, du coup, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle est pas... On n'est pas sur une fin vraiment où tout est perdu, il n'y a aucun espoir. Il y a de l'espoir. Mais il y a tellement d'injustice qui contrebalance cet espoir que c'est déchirant, en fait. Et vraiment, moi qui suis très sensible à l'injustice, voilà, ça m'a poignardé et je m'étais spoilé cette fin. Je savais, j'avais la photo et j'avais la phrase de fin, sauf que je l'avais vue en anglais, je parle pas très bien anglais. Du coup, tout du long, toute la fin de ma troisième partie où je m'étais spoilé et j'avais pas fait exprès. Ça pour le coup, j'avais pas fait exprès, c'est sur Instagram que je me suis fait spoiler. J'ai imaginé que la fin c'était ça. Et du coup, tout le temps que je me rapprochais de la fin, je me suis dit, bah, on dirait pas, et pourtant j'étais sur mes gardes. Et quand en fait j'ai eu ce final que je m'étais fait spoiler et que j'ai compris en fait ce que c'était, voilà, je suis sans voix parce que ce final est parfait et voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc voilà, globalement, énorme coup de cœur. Je ne vous le recommande pas si vous avez du mal avec tout ce qui est torture, avec l'injustice, tout ça, ne le lisez pas. Mais sinon, si vous aimez les univers très noirs, très travaillés quand même, parce qu'il y a énormément de choses, et c'est quand même très intéressant. Même le côté nécromancie est très intéressant quand même. Et bref, c'est riche, c'est top et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir lu. Je me le procurerai en papier pour le mettre dans ma bibliothèque parce que j'ai besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est clair, net. Voilà, voilà. Je clôture ici. Pour ceux qui ne veulent pas la partie spoil, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous fait envie ou pas, parce que clairement il peut ne pas faire envie, si vous l'avez lu ou pas, et puis si vous avez envie de rester jusqu'à la fin, et ben je vous invite à regarder la deuxième partie de la vidéo. Et du coup, c'est parti pour mon avis version spoil. Du coup, je vais vous faire partie par partie, ce sera beaucoup plus simple. Première partie, du coup, comme je vous disais, c'est la partie torture chez Feron, où Elena, du coup, elle arrive chez Feron, elle va se faire mouliner le cerveau pour qu'il essaye de récupérer en fait ses souvenirs qu'elle n'a plus. Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte que Feron, il se fait torturer par Muru, qui en gros est Voldemort, hein. Clairement on pourrait vraiment là le parallèle est vite fait, c'est Voldemort, et il vit des tortures qui sont atroces. Ça n'excuse en rien le fait qu'il torture Elena, mais Elena elle va commencer à ressentir de l'empathie pour lui parce que vraiment il vit des tortures horribles.
Et alors j'ai trouvé ça bien, mais en même temps le côté vraiment où elle commençait à ressentir des trucs. Il y a un moment donné où je sais plus quel moment dans l'année, mais où il a plus beaucoup de pouvoir et où il va l'embrasser et tout, alors qu'il est toujours très guindé, très strict dans tout ça. Ça m'a saoulée que, en fait, elle le repousse, hein, évidemment, mais que il y a un petit truc qui se passe. Vraiment, ça m'a saoulée. Quand ma soeur m'a dit qu'il n'y allait pas avoir de romance entre les deux, je me suis dit, ah, juste Elena, elle est chiante, elle est énervante. Quand j'ai compris que, en fait, c'est parce que c'est le corps d'Elena qui parle pour elle, parce que, en fait, même si elle ne se souvient plus de lui, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pendant la guerre que forcément son corps lui transmet, en fait, le fait qu'elle le connaît et elle le reconnaît, que je trouve ça trop bien, mais du coup ça m'a saoulée sur le moment. Du coup voilà, la première partie avec le programme de natalité, je sais plus comment il s'appelle, j'ai trouvé ça infâme et ce qu'ils font vivre à Elena et à Ferron en fait. Et ça c'est pareil, j'ai trouvé ça vachement bien parce que au final, Elena c'est la victime, clairement. Et Ferron, on voit bien qu'il est contraint de le faire, mais il le fait quand même. Mais en même temps, il se ferait tuer, même si en fait on peut pas le tuer, donc il se ferait torturer plus s'il ne le faisait pas. Mais on ne peut pas le dédouaner. Et en fait, on voit que ça le ronge et que c'est terrible pour lui. Et je trouve ça vachement bien parce que je sais pas, au final, tous les deux, ils subissent la chose. Et c'est dur pour tous les deux, même si on est bien d'accord que pour Elena, c'est pire. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vachement bien. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes pour qui ça ne passe pas du tout, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, globalement, pour la première partie. Deuxième partie, où on est du coup sur le flashback de ce qui se passe pendant la guerre. J'ai trouvé ça super riche parce que il y a le personnage de Luc, de Lila, de Soren. Il y a ce que Elena pense quand elle leur dit ce serait peut-être bien que les soldats qui sont volontaires à leur mort, s'ils sont ok pour qu'on utilise la nécromancie, en fait nous on part forcément en défaite puisque les nécromanciens, ils vont utiliser des cadavres pour nous attaquer. Donc, en fait, plus on va mourir et plus on leur donne de soldats. Donc, forcément, c'est voué à l'échec. On ne gagnera jamais. Et elle est vraiment ce passage-là où elle est rejetée de tout le monde, où tout le monde se dit, mais en fait, ça y est, elle est perdue. On avait raison de la mettre de côté parce qu'elle avait ses capacités de vivimancie. Il est horrible ce moment-là parce qu'elle le dit pas parce qu'elle veut devenir nécromancienne. Elle le dit vraiment parce qu'elle voit bien que la situation est perdue. Bref, ça c'était super dur. Du coup, l'alliance, enfin non, c'est pas une alliance, mais le côté espionnage et agent de liaison entre Elena et Ferron, j'ai trouvé ça trop bien. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que Ferron, il a sa séquence qui est gravée dans son dos, qui vont exacerber certains traits de caractère qu'il a lui-même choisis. Alors ça n'excuse pas, encore une fois ça n'excuse pas, mais on comprend un petit peu que il subit cette résonance et il va vivre un sort qui est pire que la mort. Honnêtement, je me mets à sa place et on vit avec lui sa souffrance et le côté où même si tu es à bout, je ne sais plus du tout ce que je vous disais, puisque le livreur vient de m'apporter mon nouveau téléphone. Je peux vous dire que dès que je reçois la coque, je filme avec mon nouveau téléphone parce que j'en ai marre de filmer avec l'ancien. Bref, c'était une parenthèse. Du coup, je vous disais quoi? Que oui, c'est un sort pire que la mort en fait. Ce qu'il vit, c'est si dur. Je me mets à sa place et il peut pas se dire c'est tout, je me suicide. En fait, enfin, on en est à un point où la mort serait vraiment un sort si paisible et il ne peut même pas s'offrir ce luxe-là. Et c'est terrible. Et même Elena, elle vit des choses, mais le manque de reconnaissance, elle va faire des trucs de fou. Personne ne va être au courant, à part
Comment il s'appelle? C'est Yann Crowley? Peut-être bien Yann Crowley. Bref. Bref, je ne sais plus. Personne ne va être au courant, même Luc ne sera pas au courant. Et les trucs que les gens vont retenir d'elle, c'est ouais, t'as eu un moment de faiblesse. Et comme en fait, on a combattu ce que tu nous as dit, c'est pour ça qu'on arrive à prendre du terrain sur la nécromancie. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est parce que Elena et Féron, ils font des trucs de leur côté que du coup, la rébellion et la résistance arrivent à gagner du terrain. Donc c'est grâce à eux, mais personne n'est au courant. Et au contraire, les gens disent, en fait, toi, c'était un petit peu un test. Et du coup, je crois que c'est Sol nous aide à gagner cette guerre parce que on a résisté à ton idée de merde. Mais pas du tout. Et du coup, déjà, on ne la reconnaît pas dans ce qu'elle fait, puisque personne n'est au courant. Et en plus, on va dire que voilà, elle a eu des mauvais choix, mais comme on ne l'a pas pris en compte, et ben c'est grâce à ça qu'on va gagner du terrain. Mais c'est horrible ça, c'est vraiment horrible. Je suis encore une fois énervée de fou par ça, mais c'est tellement logique parce que dans l'histoire, les femmes ont... Et encore maintenant, les femmes c'est toujours... bref, on ne va pas me lancer là-dessus, sinon cette update lecture va faire 48 milliards d'heures et ce n'est pas l'objectif. Bref, donc toute cette deuxième partie au niveau de la guerre est très dure parce que déjà j'ai rarement lu, voire même jamais, de romans qui parlent de la guerre. Et là, même si c'est une guerre alchimie, nécromancie, ça reste la guerre avec voir des personnes qui arrivent du front et qu'elle va perdre à longueur de journée et vraiment en fait on va la dénigrer de ouais mais toi tu vas pas sur le champ de bataille donc en gros toi ça va c'est tranquille ouais sauf qu'en fait elle voit des personnes à longueur de journée qui sont mal en point plus voire même qui meurent. Elle peut se faire une journée où elle va perdre 50 personnes et horrible. Dans ces moments-là, du coup, c'est vraiment ce qui va se passer avec Féron qui fait qu'en fait, petit à petit, leur relation, elle va se créer. Et donc, la romance aussi. Et ma sœur m'a dit, ouais, mais en fait, je t'ai pas vraiment menti parce que comme la romance, elle a eu lieu avant, ben voilà, en fait, il va pas y avoir une romance qui se crée pendant qu'il la torture, tout ça, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Donc, petite pirouette de ma sœur, mais effectivement, en fait, la romance entre les deux, je la trouve en plus très logique parce que moi, je le vois vraiment comme Elena, elle est seule. Elle est vraiment seule et elle vit de l'injustice, elle vit tout ça, elle est seule et elle a juste besoin de quelqu'un. Et en fait, Féron, il est seul. Il est vraiment seul. Et tous les deux, ils vont se trouver parce que ils vivent des choses, alors pas similaires, parce que Féron, il souffre plus. Là, la torture physique pour Féron dans cette deuxième partie, elle est insoutenable, je trouve. Et en fait, Elena, c'est une petite bouffée d'air frais, on va dire, pour lui. Et je rappelle, il peut pas mourir. Même s'il décidait, il ne pourrait pas mourir. Et donc, je la trouve bien, cette romance, parce que est-ce qu'elle aurait eu lieu hors temps de guerre? Non. Mais là, c'est les circonstances qui font que. Et en fait, c'est juste deux personnes qui sont seules, qui ont besoin de réconfort et qui se trouvent. Et je trouve ça vraiment très bien. Vraiment très bien. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que certes c'est ça, mais en plus Féron, il y a vraiment le côté. Finalement, en fait, il se rend compte que Elena, elle est tellement badass. Lui, il est badass plus, mais elle est presque à son niveau. Et on voit pas le côté. Il veut pas être en compétition avec elle. En fait, je trouve que, même si c'est pas clairement dit, je ressens du point de vue de Féron de l'admiration pour Elena. Et c'est la petite bouée de sauvetage parmi toute cette mer d'injustice où Féron, de temps en temps, même s'il est dur avec elle, parce que je vous rappelle, il a la séquence dans son dos qui fait que il est dur, il est rigide, je me souviens plus exactement c'est quoi les termes de sa séquence, mais bref. Cette deuxième partie, je l'ai beaucoup appréciée. C'était dur, mais je l'ai beaucoup appréciée. Et ça m'a permis, du coup, de comprendre pourquoi Elena était comme ça dans la première partie. Et je vous cache pas que j'avais trop envie de relire la première partie après avoir eu les souvenirs d'Elena. Chose que je n'ai pas faite parce que 1033 pages, on va pas se mentir, c'était déjà assez long comme ça.
Donc quand j'ai abordé la troisième partie, moi je me suis fait spoiler le fait que Elena elle allait mourir juste avant la libération. Puisque bah on est en fait post-guerre, mais il y a encore quelques petits trucs de résistance. En fait, non, c'est Féron la résistance. Il n'y a plus que lui qui agit dans l'ombre, malgré toutes les tortures physiques qu'il va encore subir. Et c'était super dur, encore une fois, mais on commence à voir le bout du tunnel et à se dire peut-être qu'ils vont réussir à s'enfuir tous les deux. Et en fait, Féron, quand il se rend compte que Elena se souvient, ce que j'ai trouvé trop bien, c'est que du coup, Elena, elle est traumatisée parce que elle se souvient de l'amour qu'elle a eu pour lui, du fait que en fait, elle a voulu le sauver et c'est pour ça qu'elle s'est fait choper. Donc, son amour, il était super fort pour lui et pour autant, il s'est quand même passé ce qui s'est passé dans la première partie. Et donc, il y a le rejet. Et ça, j'ai trouvé ça aussi vachement bien parce qu'il y a l'ambivalence de je me souviens de l'avoir aimé et pourquoi je l'ai aimé, mais je ressens aussi ce rejet de il m'a fait tellement de mal et des choses impardonnables que mon corps, mon esprit n'arrive pas à passer outre. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai trouvé ça trop cool que Féron y mette les mots dessus aussi et qu'ils lui disent mais je t'ai fait ça en fait. Tu ne peux pas. C'est pas possible que on puisse reprendre à zéro. C'est pas possible parce que je t'ai fait ça. Et on sent vraiment que lui, il le voit comme je t'ai fait ça et pas on m'a forcé à le faire. Parce que on dit toujours oui, il y a le choix et tout. Là, dans cette histoire-là, on l'a forcé à le faire. Et au final, ça aurait été pire si ça avait été d'une autre façon. Mais lui, il ne se le pardonnera jamais. Et bref, c'est poignant. Et donc, la grossesse d'Elena, parce que bah, voilà, je vous l'ai pas dit, mais bon, si vous regardez cette partie spoiler, vous savez que Elena, elle est enceinte de Féron après tout ce qui s'est passé dans la première partie. Et ils vont réussir à s'enfuir. Et moi, franchement, j'étais persuadée que elle allait mourir à la fin de sa grossesse parce que à cause de tout ce qui se passe, j'étais persuadée qu'elle allait mourir. Bref, et elle meurt pas. Elle meurt pas. Mais je reviens un petit peu en arrière parce que je veux vraiment vous lire la fin de la... Voilà. C'est cette image-là. Je sais pas si... Ouais, c'est cette image-là. Et rien que de revoir ça, ça me... Bref. Du coup, je trouve ça trop bien comment Féron il arrive à finalement continuer de vivre quand bah, Elena elle va lui retirer sa séquence, tout ça. Comment il arrive à vivre, comment tous les deux arrivent à vivre finalement, à élever leur fille tous les deux, l'amour paternel qu'il va avoir qui va le sauver en fait. C'est clairement ça qui va le sauver parce que je pense que l'amour d'Elena n'aurait pas suffi à le maintenir à flot et je trouve ça trop bien. Mais est-ce que je vous relis? Mais oui, je vais vous la relire. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu, de toute façon, si vous n'avez pas lu, qu'est-ce que vous faites là? Je spoil plein de trucs là. Mais franchement, cette fin, la légende de la photo, c'est et l'alchimiste d'origine étrangère Elena Marino. Marino a quitté la ville au début de la guerre civile paladienne pour étudier la guérison. Elle a survécu à la guerre, mais est morte pendant son emprisonnement avant la libération. Elle était un membre non actif de l'Ordre de la Flamme, éternelle, et n'a jamais combattu. J'ai des frissons rien qu'à y penser. J'ai envie de chialer tellement c'est cette phrase. Elle était un membre non actif de l'Ordre de la Flamme, éternelle, et n'a jamais combattu. C'est horrible parce que c'est tellement injuste. La guerre, elle est gagnée grâce à... Enfin, le retournement après la guerre, tout ça, tout ce retournement et le fait que Muru soit détrôné et tué, tout ça, c'est grâce à Elena. C'est parce que tous les sacrifices, toutes les tortures qu'elle a vécues, c'est grâce à elle. Et c'est grâce à Féron. Et Féron, il est à la toute fin dépeint comme le monstre sanguinaire qui voulait faire du mal, qui l'a fait de son plein gré, qui était un être abject. Et non, quand on sait
on sait que c'est pas ça, que c'est pas aussi simple, que vraiment, c'est pas ça. Et c'est tellement dur. Et c'est tellement dur de voir Enid, justement, qui voit ça dans le livre d'histoire et qui voit le fait que son père, il est dépeint comme un monstre sanguinaire, atroce, que certaines personnes aimeraient encore le tuer s'il était toujours en vie. Heureusement, personne ne sait qu'il est toujours en vie. Mais, et Elena, c'était juste une guérisseuse vite fait pendant la guerre, quoi. Ça, ce final, je ne m'en remettrai jamais. Je pense que je ne m'en remettrai jamais. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça faisait 968 pages que je vivais chaque tourment d'Elena et de Ferron. Et finir sur elle a juste été une guérisseuse vite fait et elle est morte avant la libération, dommage. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Bref. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous redire que c'était un coup de cœur. Bref. Je vous ai déjà plus ou moins fait la clôture de cette vidéo il y a au moins 20 minutes, je dirais. Donc il est plus que temps de m'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pris de notes. Je vous avais dit ouais je vais prendre des notes parce que vraiment ça va être un update pas facile à faire et tout. Je vous le fais 20 jours après la fin de ma lecture. Et pour autant j'ai pas pris de notes. J'espère que ce sera pas trop brouillon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!